Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur l'exposition du MAMAC, Shibampo Pop With, les Amazones du Pop, exposition organisée par Hélène Guénin et Géraldine Gourbe, qui est prolongée jusqu'au 29 août après avoir été fermée à cause de la situation sanitaire. J'ai eu le plaisir de travailler sur le catalogue d'exposition en apportant une contribution écrite sous la forme d'une chronologie qui s'étend de 1952 à 1973. Cette très belle manifestation offre la découverte d'un pan de la création du pop art qui a été complètement oublié dans les récits historiques pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la qualité du travail produit par les artistes en question, mais qui sont uniquement imputables au fait qu'il s'agissait de femmes. Si les artistes femmes ont moins de difficultés à faire carrière de nos jours, il était très difficile dans les années 50 et 60 pour une femme de montrer son travail et d'obtenir de la crédibilité. Pourtant, la relecture attentive de l'histoire de l'art, qui est faite depuis une quinzaine d'années par des chercheurs, mais surtout par des chercheuses, avec la généralisation des gender studies, des études de genre en université, a permis de commencer à restituer une image plus fidèle de la scène artistique du passé. On y découvre des choses très intéressantes. D'une part, on assiste à la découverte d'œuvres dont on n'a jamais entendu parler, soit parce que leurs autrices sont mortes trop jeunes, soit parce qu'elles ont abandonné la production devant les difficultés à diffuser leur travail, soit parce qu'elles ont exposé de façon marginale. Et d'autre part, on fait le constat d'une réalité plastique très riche, souvent très différente de la production masculine de l'époque. On a ainsi l'impression que tout un monde d'images, de formes, de couleurs et de concepts s'ouvre à nous et qu'il est placé sous le signe de la différence sexuelle. On a longtemps pensé que l'art était universel et neutre, mais la vérité est que l'art a été produit par des hommes pour des hommes, en l'occurrence les galeristes, les collectionneurs, les critiques d'art et les historiens de l'art. L'art des musées, tel que nous le connaissons, est en effet placé sous le prisme du regard masculin. Le mot artiste lui-même est toujours sous-entendu au masculin. Il relève du génie, mot qui est complètement étranger au qualificatif auquel peut prétendre une femme. Sa neutralité est totalement illusoire. Le grand art, celui des génies, est masculin, il ne laisse aucune place aux femmes, sauf de façon exceptionnelle, et en les maintenant toujours en position d'infériorité. Ainsi, on célèbre la puissance de la sculpture de Rodin, mais on parle de l'œuvre de Camille Claudel comme d'un épiphénomène de l'art de son maître. Lorsque l'on dit artiste, on ne pense jamais que cela puisse être une femme, si bien que l'on a recours à des formulations parfois tendancieuses telles que artiste femme, femme artiste, artiste féminine, cette dernière pouvant contenir une connotation péjorative. Cette conférence a pour but de faire comprendre à quel point nous sommes conditionnés culturellement par ces standards esthétiques, mais elle a surtout pour objectif de partager avec vous le travail d'artistes pop qui appartiennent à l'autre moitié de l'humanité et qui ne constituent pas le genre dominant de l'histoire de l'art. Ce monde est savoureux, plein de sensualité, d'intelligence et d'humour, mais il est aussi souvent très caustique à l'égard du patriarcat. Pour cette exposition, les deux commissaires, Hélène Guénin et Géraldine Gourbe, ont réuni 36 artistes, parmi lesquels des designeuses. À ces artistes, elles ont ajouté des figures féminines qui leur ont semblé incontournables pour la construction d'une identité féminine, comme des actrices de cinéma et des personnages fictifs de séries télévisées ou de bandes dessinées. Marilyn Monroe incarne au cinéma le sex symbole par excellence et une icône pop universelle et inaltérable au point de faire oublier qu'elle a été une actrice et une chanteuse incontournable des années 50 et 60, mais également une écrivaine à ses heures. Le rôle de la blonde écervelée, de la femme enfant ou de la bombe sexuelle qu'elle construit avec beaucoup de talent et surtout avec beaucoup d'humour lui collera à la peau jusque dans sa vie personnelle. Jamais reconnue pour elle-même, considérée comme un objet sexuel, Monroe est prise au piège d'une image de l'hyperféminité construite qui la dépasse et ne tient pas en compte sa sensibilité ni sa fragilité psychique.
Sa liaison avec Kennedy et sa mort prématurée, dont les causes ne sont toujours pas claires aujourd'hui, ont contribué à troubler son image. Mais il est certain que la liberté avec laquelle l'actrice vivait sa vie sexuelle renvoie à l'Amérique puritaine une image poussiéreuse. Issue de la bourgeoisie catholique, Brigitte Bardot va incarner au cinéma un sexe symbole planétaire qui bouscule les mœurs par sa spontanéité, sa liberté de ton et son rapport décomplexé au corps qui devance la libération sexuelle. En 1956, Brigitte Bardot, alors âgée de 22 ans, crève l'écran dans le film de Roger Vadim Et Dieu créa la femme, où elle incarne pour la première fois au cinéma une femme sexuellement libérée qui porte son désir. Même Simone de Beauvoir lui consacre un article en 1959 intitulé Brigitte Bardot et le syndrome Lolita dans la revue masculine américaine Esquire. Godard en fait un personnage digne, d'une rare beauté, tout en épaisseur dramatique, dans Le Mépris en 1963. Mais le cinéma usera psychologiquement Bardot qui se retire des écrans en 1973 à l'âge de 38 ans après 21 ans de carrière, 45 films et plus de 70 chansons. Fille de Henry Fonda, géant du cinéma hollywoodien, Jane Fonda fait ses débuts au cinéma dans les années 60 dans des films mineurs où elle joue des rôles encore conventionnels. C'est Roger Vadim qui la propulse sur scène en lui donnant le rôle de Barbarella en 1968. Tiré du personnage de bande dessinée éponyme créé par Jean-Claude Forest, Barbarella est une héroïne ultra sexy, peace and love, qui mène sa vie sexuelle comme elle l'entend. Bien que le rôle soit celui d'une femme libérée, la mise en valeur de sa plastique continuera à donner de la jeune actrice l'image d'un objet sexuel. Jane Fonda mettra plusieurs années à se libérer de cette étiquette. Profondément pacifiste, elle prend cause contre la guerre du Vietnam, puis pour les Black Panthers. Fonda tourne alors des films plus engagés et des films d'auteur en remodelant son image d'intellectuelle de la contre-culture américaine. Barbarella est une héroïne de bande dessinée de science-fiction pour adultes créée par le dessinateur français Jean-Claude Forest en 1962 sur le modèle de Brigitte Bardot. Elle apparaît pour la première fois dans les pages de V Magazine au printemps 1962. Puis elle fait l'objet d'une édition sous la forme d'un album en 1964 aux éditions Eric Losfeld. Aventurière et indépendante, elle incarne la femme moderne qui préfigure la libération sexuelle de plusieurs années. Ultra sexy, elle décide de sa sexualité elle-même et consomme les hommes sans modération, à tel point que la publication fait scandale. Jodelle est une héroïne de bande dessinée créée par le dessinateur belge Guy Pellaert en 1966 sur un scénario de Pierre Bartier. C'est le début de la période pop de Pellaert. Les aventures de Jodelle se déroulent dans un espace-temps dilaté où la Rome antique et l'Amérique des années 60 se télescopent. Jodelle a les traits de Sylvie Vartan que son créateur emprunte sans demander l'autorisation à la chanteuse. Libre et sensuelle, Jodelle a une vie amoureuse extraordinairement émancipée, mais elle est également une jeune femme autonome et forte physiquement qui ne craint pas de se battre avec les hommes. D'un point de vue esthétique, le graphisme de cette bande dessinée emprunte au flipper, mais également au graphisme publicitaire ainsi qu'à l'abstraction picturale. Quant au cadrage en plongée ou en contre-plongée, ils sont inspirés du cinéma. Pravda la survireuse est un autre personnage de bande dessinée créé en 1967 par Guy Pellaert et publié en 12 épisodes dans le mensuel Harakiri, puis édité sous forme d'un album par Eric Losfeld en 1968. Inspiré du visage androgyne de Françoise Hardy, ce personnage féminin fluide et longiligne fait corps avec sa moto en traversant un monde urbain à la frontière du réel consumériste des 60s et d'une fiction dystopique. Allégorie de la vérité, Pravda est une héroïne émancipée et solitaire qui porte les rêves de la contre-culture et de la révolution sexuelle dans une esthétique psychédélique qui dit bien le désir d'en finir avec les codes de vie bourgeois. Devenue
Une icône pop et rock, Pravda est aussi un alter ego de Pelaert, né de l'expérimentation de psychotropes. Interprétée par l'inoubliable Diana Rigg, Emma Peel est l'héroïne féminine de la série britannique Chapeau melon et bottes de cuir, tournée entre 65 et 68. Pendant 51 épisodes, Emma Peel forme un duo parfait avec John Steed en tant qu'agent secret au service de Sa Majesté. Son nom est tiré d'un jeu de mots avec Man Appeal qui signifie charmeuse d'homme. Emma Peel est effectivement très belle dans ses combinaisons de cuir moulantes, mais elle est surtout parfaitement entraînée pour faire face aux combats les plus difficiles. Ceinture noire d'arts martiaux, elle est aussi experte en balistique, en chimie et en physique quantique. Son sang-froid et son intelligence sans faille lui permettent de déjouer les situations les plus désespérées, à rebours de ce que l'on peut voir en matière de personnages féminins dans d'autres productions télévisuelles. Le personnage d'Emma Peel est celui d'une femme forte et parfaitement autonome. Nous allons voir à présent 3 artistes qui ont œuvré dans l'univers du design, mais qui sont des artistes à part entière. Née à Prague, Ruth Franken est une artiste qui a beaucoup voyagé. Elle s'exile à Vienne pendant l'entre-deux-guerres, puis arrive à New York en 1940. Elle quitte New York en 1950 pour Venise et s'installe définitivement à Paris en 1952. Ses premiers travaux relèvent de l'art informel. Mais en 1964, une bourse l'amène à faire une résidence à Berlin où elle commence à expérimenter la sculpture. Elle introduit alors des objets technologiques comme des téléphones à partir de 1967 pour créer des assemblages. Elle est célèbre pour sa Man Chair, un fauteuil moulé sur un homme dont on voit ici le processus de moulage. Sans couleur, sans visage, mais également sans sexe, Man Chair, au siège d'homme, est une pièce entre sculpture et mobilier qui conteste la domination masculine et que l'on peut voir comme une réponse féministe à une pièce de design très célèbre, redevable à l'artiste anglais Alan Jones, intitulée Chair, qui date de 1969. Voici la chaise en question. Marion Baruch a aussi un parcours géographique très complexe. Elle commence ses études aux Beaux-Arts de Bucarest en 1948. En 1949, elle émigre à Jérusalem où elle continue ses études d'art en matière d'art et de design. Puis, dans la seconde moitié des années 50, elle quitte Tel Aviv grâce à une bourse d'études américaine pour venir étudier aux Beaux-Arts de Rome. En Italie, dans les années 60, Baruch pratique une peinture encore abstraite et développe un travail de sculpture de grande dimension. Sa rencontre avec le graphiste Agi Fronzoni l'amène à développer des œuvres de design expérimental entre la sculpture et la performance, comme Abito Contenitore en 1970, où elle déambule entièrement cachée à l'intérieur d'une sorte de cabine noire en tissu, via Monte Napoleone et à Milan, où se trouvent toutes les boutiques de luxe, en opposition à l'ostentation du corps féminin dans le milieu de la mode. Photographiée par Berengo Gardin, l'image publiée dans la revue Domus fera le tour du monde et contribuera à son essor. C'est dans ce contexte que l'éditeur de design Dino Gavina invite Marion Baruch à faire un projet pour la collection Ultramobile de Gavina et Simon, qui implique des artistes tels que Alan Jones, Roberto Matta, Meret Oppenheim ou Man Ray. Baruch conçoit alors le pouf en fausse fourrure ronron doté d'une queue de chat. Pour elle, la production industrielle est indissociable de la création d'un artiste. Le côté souple et sensuel de son pouf est très clairement sexué. Il appartient à ces objets de design qui remettent en question la dimension autoritaire et patriarcale du mobilier et qui tendent à ramener l'utilisateur au niveau du sol. Nicola L est une artiste pluridisciplinaire qui a travaillé à la frontière des arts plastiques et du design, mais également du cinéma. Son travail est ouvertement féministe.
Formée dans les années 50 à l'Académie Julian à Paris, puis à l'École des Beaux-Arts, elle épouse en 1956 le galeriste Fred Lanzenberg. D'abord peintre, elle fréquente les nouveaux réalistes. En 1964, elle abandonne la peinture pour réaliser des sculptures performatives, les pénétrables, en toile peinte confectionnée à la mesure de son corps et que le spectateur est invité à expérimenter en les revêtant comme des vêtements. Cousues à la main, ces sculptures habitables détournent la couture, domaine traditionnellement féminin, pour mettre l'accent sur le corps et l'idée de prendre place dans un espace avec le corps. Il s'agit pour Nicolas L. de seconde peau, fondée sur une expérience du partage. L'artiste leur confère une dimension maternelle et sexuelle car elle en filme la pénétration. Ces objets de design pop alternatif ne seront véritablement redécouverts qu'à partir des années 2000. Cette œuvre, à cheval entre éléments de mobilier et sculpture, est une pièce féministe. Elle a été réalisée après un séjour à New York où Nicolas L. a été en contact notamment avec Warhol et où elle a rencontré surtout l'artiste corporelle Caroly Schneemann et découvert également ce matériau très 60s qu'est le vinyle. Cette femme télévision, sous-titrée Je suis la dernière femme objet, ironise sur le statut de la femme avec son air de poupée gonflable et d'éléments décoratifs. L'objet en vinyle, matériau typiquement pop, diffuse un message ironique sur l'écran. Je suis la dernière femme objet, vous pouvez me toucher, ouvrir mes tiroirs seins et ventre, mais je suis la dernière femme objet, je répète, c'est la dernière fois. Issue d'une famille conservatrice, Evelyn Axel se destine d'abord au cinéma et au théâtre. Sa rencontre avec le réalisateur Jean Antoine l'amène à s'intéresser à l'art et en particulier à la scène pop anglaise. Après avoir pris des cours de peinture avec Magritte, elle développe un travail de peinture d'une très grande sensualité dans lequel le désir féminin est à l'honneur. Placée sous le signe de la libération sexuelle, sa peinture se démarque de celle de ses homologues masculins. Axel est une des premières artistes pop à utiliser des inclusions de plastique dans ses tableaux, mais aussi une des rares artistes pop féminines en Belgique. Elle est fascinée par les voitures et la vitesse et meurt prématurément dans un accident de voiture à l'âge de 37 ans. Son travail a fait l'objet d'une redécouverte assez récemment. Ice Cream est une peinture ouvertement sexuelle qui inverse le regard sur le corps féminin. Ici, le désir est représenté de l'intérieur. Il n'est plus question du regard désirant masculin, mais bien du regard désirant féminin. Extrêmement précoce dans l'histoire de la libération sexuelle, nous sommes en 1964, cette peinture est une sorte d'autoportrait qui revendique le plaisir féminin. L'œuvre fusionne images cinématographiques et peinture abstraite. Elle mêle deux vocabulaires différents, la représentation en 3 dimensions via le modelé et des aplats de peinture qui relèvent de l'abstraction. Pauline Botti fait des études d'art à Wimbledon, puis au Royal College of Art, où elle est une des rares étudiantes. Proche de Peter Blake et de David Hockney, elle est la seule artiste féminine pop britannique. Après une première phase de collage surréalisant, elle commence à peindre des tableaux où la femme tient une place centrale, renversant de la sorte les codes de la peinture pop masculine. Celle que l'on surnomme la Bardot de Wimbledon a plusieurs cordes à son arc. Actrice de théâtre et de cinéma, elle est aussi animatrice à la radio et à la télévision. Sa disparition prématurée à l'âge de 28 ans, causée par un cancer, l'amène à disparaître littéralement des récits historiques jusque dans les années 90 où son travail fait l'objet d'une redécouverte. Bam, derrière, en anglais, est une des dernières toiles de Pauline Botti. Elle ironise sur l'instrumentalisation du corps féminin à travers des fesses de femmes qui sont montrées comme un spectacle de fête foraine dans un décor surmonté par des emblèmes masculins de lions et de chevaux.
Le corps morcelé, dépourvu d'identité, est une sorte de réponse à l'origine du monde de Courbet. L'intervention du langage nomme ce qui ne peut être dit ni montré, le tout dans des couleurs terriblement pop. Formée en tant que paysagiste, Martine Cannelle finit par se tourner vers le pop art. Elle est l'auteure d'assemblages colorés et ludiques comportant des objets de consommation et des jouets, mais également des inscriptions lumineuses qui font écho à la société de consommation. Son travail pop prend fin à la fin des années 70. Good Luck est un assemblage multicolore réalisé avec des jouets et quelques objets quotidiens, couronné par un super-héros confronté à des éléments supposément féminins comme les roses artificielles ou les plumes. Tout se passe comme si ce symbole viril avait été apprivoisé et réifié. Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Lisbonne, Lourdes Castro s'installe à Munich. Puis grâce à une bourse de la fondation Gulbenkian, elle s'installe à Paris. Aux côtés de son époux, l'artiste René Bertolo, elle commence à fréquenter les cercles d'avant-garde parisiens. Avec un groupe d'artistes portugais ayant fui la dictature, Castro et Bertolo fondent le groupe KWY, où elle est la seule femme. La revue expérimentale KWY sort de 1958 à 1963 en proposant de nombreuses collaborations internationales. Proche des nouveaux réalistes, le travail d'assemblage de Castro, réalisé à partir d'objets de rebut, est défendu par Pierre Restani. Par la suite, Lourdes Castro développe un travail très délicat sur la figure humaine à partir d'ombres portées. Lourdes Castro a développé une série intitulée Les ombres portées dans laquelle elle trace le contour des silhouettes des gens qui l'entourent. Il s'agit en particulier de ses amis et de personnes fréquentant le milieu de l'art. Entre apparition et disparition, ces lignes esquissent une réalité fugitive et onirique opposée à l'insistance et à l'immédiateté de l'image photographique telle qu'elle est vendue par les médias à l'ère consumériste. Il s'agit d'une façon de garder une trace du présent qui peut évoquer les tableaux pièges de Spoeri par exemple. Ce travail donnera naissance à des spectacles d'ombre à partir de 1966. Née Judy Cohen, Judy Chicago se forme à l'UCLA de Los Angeles. Ses premiers travaux se situent dans la ligne de la sculpture minimale américaine, mais rapidement, Judy Cohen commence à intégrer des éléments plus féminins dans son travail après avoir pris conscience du fait qu'elle était en train de singer une esthétique masculine pour s'adapter aux exigences du milieu de l'art. Après avoir commencé à expérimenter l'installation et la performance avec des matériaux non pérennes comme la neige carbonique ou des plumes, elle crée des pièces avec des fumigènes colorés dans le but, je cite, de féminiser le paysage. En 1970, elle décide d'adopter le patronyme Chicago pour s'affranchir de l'affiliation patriarcale. Parallèlement, elle met en place le premier programme pédagogique féministe en école d'art, d'abord au Fresno College en Californie, puis au California Institute of the Arts avec Myriam Shapiro. Tout son travail affirme sa différence sexuelle. Chicago n'est pas à proprement parler une artiste pop, mais dans les années 60, elle réalise une série de pièces sur des capots automobiles juste après la mort de son époux survenu dans un accident de voiture. Ces peintures mêlent une esthétique abstraite à une représentation sexuée où des éléments masculins et féminins issus de coupes d'appareils génitaux viennent se croiser comme pour énoncer un désir d'harmonie. Crissa étudie d'abord à l'Académie de la Grande Chaumière à Paris entre 1953 et 1954 où elle fréquente les surréalistes. Elle poursuit ses études aux États-Unis à la California School of Fine Arts de San Francisco et lorsqu'elle arrive à New York en 1957, Crissa est impressionnée par les enseignes de Times Square que l'on retrouve dans son travail sous la forme de néons à partir de 1962. Sa sculpture, qui fait usage de matériaux nouveaux pour l'époque, comme le néon, le plexiglas, l'aluminium ou l'acier soudé,
évoque ce monde moderne américain qui la fascine. Mais dans son rapport à la lumière, il n'est pas sans lien avec les icônes byzantines de ses origines grecques. Elle a fait une très grande carrière, contrairement à d'autres artistes que nous voyons dans cette conférence. The Gate to Times Square est un hommage à la culture populaire de masse avec ses enseignes lumineuses et ses publicités. Crissa a recours dans son travail à une typographie réinventée et parfaitement illisible qui évoque les messages du monde consumériste. Elle réalise ici un travail très complexe d'incrustation de signes en néon et en plastique dans une structure en métal qui lui demande 2 années d'effort. L'œuvre allie une idée de l'art et de la technologie qui célèbre à la fois les mécanismes du capitalisme dans toute sa vulgarité, mais aussi une certaine poésie de l'espace urbain. Comme le travail de Judy Chicago, le travail de Crissa est à cheval entre pop et minimalisme. On peut parler d'une sorte de minimal pop. Née à Nice, France Cristini étudie à l'École des Arts Décoratifs. En 1958, elle rencontre Martial Reiss, qui deviendra son époux. Si le visage de France Cristini figure dans de très nombreux tableaux de Reiss, au point de devenir une image iconique du nouveau réalisme, son travail a été complètement invisibilisé. Pourtant, au milieu des années 60, France s'installe à New York où elle fréquente la factory d'Andy Warhol et le Chelsea Hotel avec Martial Reiss. Son travail mêle objets bon marché et thématiques populaires. Il n'a pas encore fait l'objet d'une restitution historique solide. France Cristini a réalisé une série de tableaux ayant pour thématique un filon bien exploité par le cinéma et notamment la série B, le vampire. La femme joue ici le rôle de la victime sexuelle. Réalisé en partie en volume, ce travail essaye d'aller vers la 3e dimension et l'objet. Ses couleurs franches, traitées en aplat, empruntent aux vignettes de comics américains et plus largement à la sous-culture. En 1963, alors qu'elle est encore étudiante à Berlin, Christa Dichgans commence à peindre des natures mortes avec des jouets peu de temps après la naissance de son fils. En 1966-67, elle séjourne à New York dans le cadre d'un échange étudiant où elle rencontre des artistes pop qui vont influencer sa peinture de natures mortes extrêmement minutieuse. Plastic Wolke, nuage de plastique, est une œuvre épurée d'une grande poésie à la limite de l'abstraction. Un objet utilitaire gonflable, comparable à une bouée, est transformé par Dichgan en un élément immatériel qui vient jouer ici comme une respiration et que l'on pourrait lire comme une vanité entendue en tant que genre pictural. L'artiste fait écho ainsi aux Silver Clouds d'Andy Warhol, ces sculptures gonflées à l'hélium qui flottaient dans l'espace d'exposition. Artiste pop, Rosalind Drexler est surtout une écrivaine reconnue aux États-Unis. Née Bronznik dans une famille juive d'immigrés russes, elle se marie très jeune et fonde une famille avec le peintre Sherman Drexler. À la fin des années 50, elle aborde de manière autodidacte d'abord la sculpture en plâtre, en recouvrant des objets de rebut, puis la peinture en repeignant sur des images photographiques issues de magazines. Parallèlement, elle commence une carrière de catcheuse où elle prend le nom de Rosa Carlo de Mexican Spitfire, Rosa Carlo, la cracheuse de feu mexicaine. Cette expérience marquante contribue à la mise en place d'une iconographie féminine autonome et puissante dans sa peinture, où les rapports de force entre hommes et femmes font l'objet d'une étude attentive. Intégrée au mouvement pop dès le début des années 60, Drexler attendra très longtemps la reconnaissance de son travail de peintre. Le cinéma des années 30 aux années 60 a été un réservoir d'idées important pour Drexler. Rosalind Drexler s'inspire ici de l'affiche du film d'horreur Conga de John Lamont de 1961, sorte de remake de série B de King Kong. Elle pointe dans le choix de ses images et les cadrages qu'elle en réalise
les récits sexistes de la culture de masse et les stéréotypes de genre que cette dernière diffuse. On note une césure entre la bestialité masculine qui s'incarne sous un fatras de sons et la féminité qui attend passivement d'être consommée. L'esthétique de Drexler emprunte beaucoup à la sous-culture. Elle est teintée d'une forme de vulgarité et d'un aspect presque grossier d'un point de vue technique au niveau de la touche picturale. Pour l'artiste, en effet, la vie a affaire avec la vulgarité et c'est ce qu'elle essaie de transcrire dans sa peinture. Formée aux Beaux-Arts de Rome, Giosetta Fioroni séjourne à Paris à partir de 1958. Elle y reste jusqu'en 1963. De retour à Rome, elle développe une peinture figurative en partant d'images trouvées. Elle fréquente alors les artistes de Scuola di Piazza del Popolo, où elle est la seule femme peintre pop. Ces images prélevées dans la presse sont recadrées et photographiées. Les diapositives sont ensuite projetées sur la toile, où l'artiste les interprète avec de légères variations en essayant de donner une intériorité au sujet féminin. Avec la série Argenti, Fioroni met au point une iconographie principalement féminine, teintée de mélancolie et comme suspendue hors du temps. Elle travaille avec pour seule couleur une laque aluminium qui ramène au noir et blanc de la photographie et au sel d'argent de son processus de développement. Son travail, d'une délicatesse inouïe, renverse le regard masculin sur le corps féminin en faisant ressortir l'épaisseur psychique de ses personnages. Grande lectrice, compagne de l'écrivain Goffredo Parise, Fioroni fréquente le cercle littéraire romain et collabore avec de nombreux écrivains. Elle jouit d'une très grande reconnaissance dans son pays, bien que son travail ait été réévalué récemment. Peint en 1965, Ragazza con occhiali, jeune fille aux lunettes, est un contre-exemple de la peinture pop des artistes américains masculins qui reproduisent les images de magazines dans une dimension plus littérale et confèrent à la couleur l'éclat et la netteté des mises en page publicitaires des années 60. Proche du dessin, la série Argenti de Fioroni repose sur une économie de moyens qui se veut lacunaire. Elle garde de son mode de fabrication, la projection de la diapositive sur la toile, quelque chose de l'ordre de l'apparition et de la disparition, comme une diapositive que l'on ferait glisser pour passer à une autre. Dans ce tableau, l'opération de cadrage est particulièrement visible avec le tracé d'une fenêtre qui vient zoomer sur le nez, les yeux, la bouche du modèle. On peut y voir une allusion à la collection de diapositives de Fioroni, à partir de laquelle elle donne naissance à des variations picturales. Mais on peut également y voir l'instrumentalisation des femmes par la photographie de mode et le cinéma, qui découpe systématiquement le corps féminin comme s'il s'agissait d'une marchandise. La jeune fille dont il est question ici est à peine esquissée. Bien qu'elle ait l'air heureuse et insouciante, avec sa bouche entr'ouverte, il est assez difficile de savoir ce qu'elle pense et ce qu'elle dit. Non seulement elle ignore le spectateur en regardant hors champ, mais l'artiste a pris soin de cacher la moitié de son visage dans l'ombre, ainsi que ses yeux derrière ses lunettes de soleil, ce qui la rend mystérieuse et un peu lointaine. En effet, Fioroni voile souvent les yeux de ses héroïnes comme pour protéger leur regard et leur vie intérieure de toute prédation masculine. On ne peut pénétrer le fort intérieur de la jeune femme qui reste intouchable et souveraine. En posant son regard de femme sur d'autres femmes, l'artiste leur assigne une autre fonction que celle d'objet prêt à être consommé. On retrouve dans tout le travail de Fioroni le désir de donner de la profondeur aux images de papier glacé qu'elle extrait du flux médiatique. Angela Garcia a développé son travail de peinture parallèlement à des mouvements pop comme Equipo Crónica et Equipo Realidad. Sa peinture interroge l'image et la place de la femme dans la société traditionnelle espagnole franquiste. Ses premiers travaux intègrent des travaux d'aiguille considérés comme relevant des pratiques féminines domestiques telles que la broderie ou le tissage. Par la suite, elle développe un travail de peinture où le corps féminin tient une place centrale.
Dans la série Morphologie, Angela Garcia travaille sur des représentations fragmentaires du corps féminin. Le corps féminin est ici vu par le prisme du regard féminin. Il n'est plus un objet, mais bien un sujet qui énonce son propre désir, un désir débordant au point que le corps lui-même sort du tableau, déjouant ainsi les limites de la peinture. Confronté à des éléments organiques comme ces vagues rouges qui peuvent rappeler les menstruations, ce corps presque abstrait, coupé de son identité, semble pulser sous le dégradé rose cramoisi, comme pour contester les conventions morales dans lesquelles les femmes sont enfermées, mais également les images lisses produites par le discours médiatique. Fille du producteur Ted Hayworth, Jane Hayworth grandit à Hollywood. Suivant son père, qui est directeur artistique du tournage du jour le plus long, elle arrive à Londres en 1961 où elle étudie à la Slade School of Fine Art. Là, elle se heurte au sexisme ambiant. Très rapidement, elle devient une pionnière de la sculpture textile et est identifiée comme une artiste pop à partir de 1963. En 1966, elle commence à collaborer avec la galerie Fraser, qui l'amène à co-réaliser avec son époux, l'artiste pop Peter Blake, la pochette de disque Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band des Beatles, Fraser étant aussi le producteur du groupe de rock. Comme beaucoup d'artistes femmes des années 60 et 70, Jane Hayworth a recours à la couture, domaine traditionnellement associé aux pratiques féminines domestiques. Ce mode d'expression lui permet de se démarquer des procédures masculines et notamment de la peinture qui est historiquement associée à la culture masculine. Mais Hayworth utilise la couture à contre-emploi en interrogeant la question du genre à travers ses sculptures. Elle détourne notamment la poupée de tissu qui devient ici une représentation molle et fantomatique du mythe du cow-boy hollywoodien. Appuyé au mur, ce géant semble sur le point de s'effondrer. Il s'agit certainement là d'une contestation de la dimension phallique de la sculpture. En 1958, Dorothy Yannon épouse le peintre américain James Upham. Un an après, elle commence à peindre sous l'influence de l'expressionnisme abstrait. Diplômée en littérature américaine et anglaise, elle poursuit le gouvernement américain pour lever la censure du livre Tropiques du cancer d'Henry Miller, paru en France en 1934. Elle gagne le procès et permet l'importation de l'ouvrage aux États-Unis. En 1963, elle ouvre avec James Upham la Strike Gallery, située dans la 10e rue à New York, qui fermera en 1967. Cette année 1967, Dorothy rencontre l'artiste Dieter Roth, qui devient son compagnon et sa muse. À ce moment-là, elle met en place un travail de dessin et de peinture inspiré de la bande dessinée, mais également de la peinture indienne, où elle se met en scène dans son travail sous le surnom de Lioness, la lionne, en célébrant son désir sexuel féminin. Censurée à cause de la dimension sexuelle de son travail, sa reconnaissance est tardive. La peinture de Dorothy Yannon est de nature très graphique. L'artiste met en scène sa vie amoureuse sans filtre dans ses images par le biais d'une esthétique naïve et ultra colorée. Dans son travail, la place de la femme est centrale. Elle demande à être regardée, ainsi que le montre cette œuvre qui s'intitule « Regardez-moi, look at me » et dont le titre est inscrit sur le ventre de l'autoportrait de Yannon. Yannon a inventé une iconographie sexuelle particulière où les femmes et les hommes ont en commun un appareil génital composé de boules. Symboliquement, c'est comme si elle rendait visible l'intérieur du sexe féminin pour le sortir de l'invisibilité dans laquelle il a été plongé par la société patriarcale. La sexualité féminine est vue chez Dorothy Yannon comme une source de plaisir mais aussi de créativité sans fin.
Dans l'univers de Dorothy Yannon, les femmes sont souvent reliées au monde animal et à la nature, ainsi qu'en témoigne cette peinture. Issue d'une famille juive de collectionneurs d'art, Jacqueline de Jong quitte les Pays-Bas en 1957 pour étudier le théâtre à Paris. Parallèlement, elle travaille dans la boutique de Christian Dior. L'année d'après, elle arrive à Londres pour étudier le théâtre à la Guildhall School of Music and Drama. Mais au mois de septembre 1958, Jacqueline de Jong revient à Amsterdam où elle commence à travailler comme assistante de Willem Sandberg, directeur du Stedelijk Museum jusqu'en 1961. En 1960, suite à sa rencontre avec l'artiste Asger Jorn, ancien membre de Cobra, qui devient son compagnon, Jacqueline de Jong intègre l'Internationale situationniste et rencontre ainsi Guy Debord. Debord lui confie la section hollandaise de l'Internationale situationniste, mais il finit par exclure de Jong de l'Internationale situationniste pour avoir soutenu les artistes allemands du groupe Spoor. Jacqueline de Jong, qui avait appris la gravure l'année précédente, crée alors la revue anglophone The Situationist Times dans son appartement parisien. La revue, qui donne lieu à des collaborations avec Gaston Bachelard, Roberto Matta, Wilfredo Lam et Jacques Prévert, comportera 6 numéros. En 1968, Jacqueline de Jong prend part aux événements de mai 68 en travaillant à l'élaboration d'affiches dans l'Atelier populaire des Beaux-Arts de Paris. En 1966, de Jong inaugure son exposition personnelle La vie privée des cosmonautes à la galerie Zunini à Paris. Elle y expose une série de tableaux qui sont inspirés par la conquête de l'espace, mais également par la science-fiction, où il est question d'érotisme, mais également de culture populaire. Inspirée par l'esthétique des flippers et des billards, elle contient des connotations sexuelles explicites où les femmes sont actrices de leur désir. D'un point de vue plastique, l'univers de Jacqueline de Jong est influencé par l'esthétique de Cobra, mais d'une manière plus douce, moins expressionniste. La dimension corporelle est importante chez elle. On trouve dans ses tableaux des roses chairs d'une très grande sensualité. Frances Elizabeth Kent rentre dans les ordres de l'Immaculate Heart of Mary, Cœur Immaculé de Marie de Los Angeles, en 1936 à l'âge de 18 ans, où elle prend le nom religieux de Sister Mary Corita. Religieuse catholique, artiste et pédagogue, elle a travaillé essentiellement à Los Angeles jusqu'à ce qu'elle quitte les ordres en 1968. Sa technique de prédilection est la sérigraphie, qu'elle a contribué à faire reconnaître comme médium artistique à part entière. Son œuvre, avec ses messages écrits d'amour et de paix, a rencontré un succès particulier dans le cadre des mouvements de la contre-culture des années 60 et 70 pour sa dimension politique très forte. C'est un personnage à part dans l'histoire de l'art, de par la singularité de sa posture de religieuse et de la liberté qu'elle a imposée à travers son art. Dans les années 60, son travail a pris une tournure politique très forte en incorporant des images issues de productions publicitaires, mais surtout des slogans, des phrases issues de chansons populaires, des versets de la Bible et des phrases issues de la littérature où elle s'est interrogée sur la pauvreté, le racisme, la guerre et l'injustice. Influencée par Warhol, Sister Corita Kent reprend ici le packaging d'une célèbre marque de pain de mie pour réaliser cette sérigraphie en 1965 en y intégrant des textes spirituels qu'elle écrit à la main. Le pain est ici synonyme d'Eucharistie. Sister Corita Kent détourne les codes de la publicité au profit d'un message biblique tout en intégrant l'immédiateté de l'imagerie pop et son efficacité formelle d'un point de vue graphique et chromatique. Formée à la peinture abstraite expressionniste à Vienne entre 1954 et 1958, Kiki Kogelnik quitte l'Autriche pour Paris en 1958 où elle rencontre Sam Francis,
qui lui conseille de venir s'établir aux États-Unis. Elle arrive à New York à la fin de l'année 1961 où elle va rencontrer des figures emblématiques du pop art qui vont influencer son travail et lui faire franchir le cap de la figuration. Si les artistes pop de l'époque pratiquent une glorification de la société de consommation, Kogelnik s'empare uniquement de l'esthétique pop pour s'inquiéter davantage d'une représentation des femmes conditionnées par des normes véhiculées par la publicité, la presse et la mode. De nature féministe, son travail s'intéresse au corps féminin et à l'identité féminine. Il inclut souvent des images de plaquettes de pilules contraceptives. Ce corps féminin est confronté à la technologie et à ses contraintes de type patriarcal qui enfreignent sa liberté. À New York, Kiki Kogelnik se tourne vers la figuration et réalise des peintures, des dessins et des installations à l'esthétique pop, couleurs vives et chatoyantes, matières nouvelles et recours aux techniques industrielles. L'Amérique représente le pendant inverse de ce qu'elle a connu jusqu'alors en Autriche, pays encore fortement marqué économiquement par la Seconde Guerre mondiale. New York est l'emblème de la consommation de masse qui donne naissance à de nouveaux supports de diffusion, terreau du mouvement pop art. Fasciné par cette société de consommation désincarnée, Kogelnik interroge le corps social, politique et intime en capturant les contours de corps humains. Utilisant le sien ou celui d'amis, elle en trace les contours sur des matériaux divers, plastique, papier d'emballage ou carton, qu'elle découpe et réemploie dans ses œuvres. Le corps est omniprésent, le sien, celui de son époux ou encore celui de son fils unique, Mono, affirmant que le personnel a une importance toute politique avant même les mouvements de libération sexuelle. Chez Kogelnik, l'anatomie s'oppose à la technologie. Ses œuvres ne cessent de naviguer entre deux mondes diamétralement opposés, entre dystopie et utopie, où la science est aussi oppressante et destructrice que libératrice et créatrice de sens. Dans cette œuvre, Miss Univers, on peut voir une image dynamique et rayonnante du féminin flottant dans un espace à mi-chemin entre l'infiniment grand de l'univers et l'infiniment petit de l'atome. Kay Kurt est une peintre pop à la marge de l'hyperréalisme qui s'est spécialisée dans les natures mortes de confiserie et de chocolat. Son univers ultra sucré a affaire avec une certaine mémoire de l'enfance. Kurt fait ses études au Clark College de Dubuque en Iowa où elle se diplôme avec un Bachelor of Art en peinture en 1966. Elle poursuit ses études à l'Université du Wisconsin à Madison où elle décroche un Master of Fine Art en 1968. Elle commence à réaliser des peintures pop à partir d'une boîte de chocolat sans savoir que d'autres artistes travaillent de cette façon à partir du réel au même moment. À partir de 1969, elle est intégrée dans des expositions collectives de pop art. Soutenue par la Cornbly Gallery de New York, elle aura du mal à diffuser son travail par la suite lorsque la galerie cesse son activité. Son travail a certainement aussi souffert du fait qu'elle était une femme. Redécouvert dans les années 2000, notamment grâce à l'exposition Seductive Subversion, Women Pop Artists 1958-1968 au Brooklyn Museum de New York, organisé par Sid Sachs en 2010-2011, son travail fait l'objet d'études récentes. Kay Kurt est l'auteur de Nature morte hyper réaliste qui traite essentiellement des sucreries en très large format. Le processus d'agrandissement est systématique dans son travail. L'artiste étant très minutieuse et les formats étant monumentaux, elle peut passer plusieurs mois, voire plusieurs années à y travailler. Par exemple, le tableau que nous voyons mesure plus de 3 mètres de large. Kay Kurt prend très à cœur son travail de reproduction du réel au point de collectionner bonbons et chocolats du monde entier pour les peindre avec le plus de fidélité possible.
Elle préfère travailler sur des bonbons bon marché que sur des confiseries de luxe. Contrairement à certains artistes pop qui travaillent à partir de photographies, Kurt travaille plutôt à partir de l'observation d'objets réels. Élaborées sur la base technique du dessin d'observation, ses compositions sont toujours très serrées, sans espace vide, voire très obsessionnelles. Elles ont un aspect enchanteur et hypnotique qui n'est pas sans rappeler ironiquement les grandes heures de la peinture abstraite lyrique américaine masculine. Ainsi, ces emmêlements de réglisse font écho au dripping de Pollock dans une dimension sucrée qui ôte toute dimension dramatique à sa peinture. La carrière fulgurante de Katie LaRocca s'inscrit dans le milieu intellectuel de Florence où elle arrive assez jeune, prend des cours de musique électronique, se marie, met au monde un enfant en 1960, divorce rapidement et gagne sa vie en tant qu'institutrice. C'est un collègue qui l'introduit dans le milieu de la poésie visuelle en 1964 en lui faisant connaître le Gruppo 70, groupe 70, politiquement proche de l'Internationale situationniste qui réunit des artistes, des poètes et des musiciens et prend pour cible la communication de masse. Dans ce contexte, Katie LaRocca va mettre en place des collages où elle interroge notamment le statut de la femme dans la société de consommation de façon très caustique à une époque où les problématiques de libération féminine ne sont pas encore d'actualité. Le travail des collages occupera Katie LaRocca jusqu'à la dissolution du groupe en 1968 pour laisser place à un travail sur le corps et le langage qui l'amènera à la performance et à la vidéo où elle s'illustrera comme une des premières artistes ayant travaillé avec ces médiums en Italie. Elle meurt d'un cancer du cerveau diagnostiqué en 1965 en laissant derrière elle une œuvre très dense. Le travail de collage de Katie LaRocca a donné une place centrale à la femme par rapport à ses collègues masculins du Gruppo 70. En croisant images et slogans publicitaires avec une rare intelligence, LaRocca déconstruit les stéréotypes de genre qui asservissent les femmes. Intitulé Traction arrière, ce collage représente une jeune femme supposément nue mais extrêmement bien maquillée, pur produit de l'industrie cosmétique à laquelle elle donne la parole. Une parole aliénée puisque derrière son air parfaitement apprêté, obéissant aux injonctions de jeunesse et de beauté, elle dit être heureuse après avoir lavé les assiettes, fait la lessive et les corvées ménagères. La force de LaRocca tient dans le télescopage entre image et langage, mais également dans la rigueur compositionnelle qui fait de ces collages des pièces très belles d'un point de vue plastique. Lucia Marcucci commence ses études aux Beaux-Arts de Florence qu'elle abandonne pour aller s'installer à Livourne où elle travaille comme assistante à la mise en scène, accessoiriste et scénographe dans la compagnie de théâtre d'avant-garde Il Grattacielo. Parallèlement, elle commence à réaliser des collages littéraires dans lesquels elle introduit des éléments de langage. En 1963, Marcucci réalise son premier poème collage technologique L'indiscrezione è forte, l'indiscrétion est forte, où elle utilise des phrases imprimées. La même année, elle invite les membres du collectif florentin Gruppo 70, groupe 70, à réaliser le spectacle performatif Poésie et non au théâtre Il Grattacielo de Livourne. La mise en scène est assurée par Eugenio Micini et Lamberto Pignotti, les théoriciens du groupe, qui jouent dans la pièce avec Marcucci. Intitulé Femme enceinte, ce collage donne à voir une très belle jeune femme, mannequin de publicité très élancée, au ventre parfaitement plat, tenant dans ses mains une sorte de bulle de bande dessinée.
La bulle contient des pavés d'écriture et des illustrations provenant d'un article politique sur l'unité nationale italienne. Le rapprochement entre les deux images est extrêmement ambigu. Il laisse supposer que le monde féminin et le monde masculin sont totalement séparés ou uniquement reliés pour garantir la filiation. Aux hommes la politique, aux femmes la beauté et la gestation. Mais l'air dubitatif qu'arbore la jeune femme en culotte renvoie les hommes à leur petit jeu. Formée à la faculté des beaux-arts de Valence, Isabelle Oliver commence à peindre des toiles figuratives au début des années 70 avec la série La Mujer, la femme, qui pointe la discrimination dont les femmes sont l'objet dans la société traditionnaliste espagnole franquiste. Entre 71 et 75, Isabelle Oliver rejoint le collectif pop Equipo Crónica, fondé à Valence en 1964 par Rafael Solbes, Manolo Valdés et Joan Antoni Toledo, qui s'approprie des images médiatiques avec une visée critique à l'égard du franquisme et qui produit ses œuvres collectivement dans le but d'éliminer toute dimension personnelle. Alors que ses collègues travaillent sur l'identité espagnole, Isabelle Oliver s'interroge sur l'identité féminine en Espagne. Dans les années 70, elle a également fait une série à l'huile dans laquelle elle imite ironiquement le canevas avec la touche de peinture, comme pour souligner le monde des arts décoratifs et domestiques auquel la femme a longtemps été renvoyée. Son travail évolue vers l'abstraction dans les années 1990. La phase pop de son parcours a été redécouverte à l'occasion de l'exposition The World Goes Pop à la Tate Moderne de Londres entre 2015 et 2016. Extrêmement virtuose, la peinture d'Isabelle Oliver détourne les images heureuses du flux médiatique pour en restituer une version dense et sombre, truffée de références culturelles et identitaires espagnoles. Cette heureuse réunion de femmes de la classe moyenne espagnole évoque les comités de bonnes œuvres catholiques ou les réunions Tupperware des femmes américaines. Avec leur mise en pli impeccable, leur collier de perles, leur sac à main un peu vieillot, ces dames respectables, qui sont toutes en robe ou en jupe, ont une allure bourgeoise plutôt guindée, même si elles paraissent s'amuser, boire et même fumer. Elles sont enfermées dans un intérieur moderne qui donne sur un paysage surréaliste aussi merveilleux qu'inquiétant, peuplé de citations picturales empruntées à Dali, comme la girafe en feu ou les chevaux qui se transforment en rochers. Alors que les dames en question sont toutes traitées dans un camailleux gris qui les relègue dans une esthétique un peu poussiéreuse, la figure du premier plan est en couleur. Il s'agit d'une allégorie de la peinture qui prend les traits de la Joconde, chef-d'œuvre masculin par excellence, et dont les deux mains se transforment aussitôt en squelettes. Une troisième main, encore bien vivante, tient un sablier, symbole du passage du temps. On peut lire cette œuvre comme une vanité, mais également comme la traduction de l'enfermement dans lequel les femmes sont contraintes à cette époque dans la société espagnole. Figure incontournable de l'avant-garde allemande, peintre, photographe, réalisatrice et galeriste, Ulrike Oettinger arrive en France en 1962 où elle produit une peinture pop proche de la figuration narrative. Proche de Lourdes Castro, elle apprend la gravure et parallèlement, elle suit les cours de Claude Lévi-Strauss, Pierre Bourdieu, Louis Althusser à la Sorbonne en tant qu'auditeur libre. En 1969, Ulrike Oettinger quitte Paris pour s'installer à Constance où en collaboration avec l'université, elle crée un ciné-club, film-club visuel qui montre du cinéma indépendant. Parallèlement, elle ouvre une galerie d'art qui mène également une activité d'édition Galerie Presse où elle expose des artistes pop.
Entre 71 et 73, Ulrike Oettinger réalise son premier film, Laocoon und Sohne, Laocoon et son fils, qui met en scène un pays peuplé uniquement de femmes. Le film est primé à l'Arsenal de Berlin. C'est le début d'une carrière de cinéaste underground qui bouscule les frontières entre féminin et masculin. En 1973, Ulrike Oettinger s'installe à Berlin où elle va devenir la reine du cinéma underground. Journée d'un GI nous ramène à la guerre du Vietnam sous la forme d'un assemblage de 9 sérigraphies ultra colorées, traitées avec un graphisme publicitaire résolument pop. Très narrative, cette œuvre raconte, à la manière d'une bande dessinée ou d'un retable moderne, la journée d'un GI. On y retrouve les images de la guerre avec un avion en train de bombarder qui est paradoxalement doté d'une bulle, I am a believer, je suis un croyant, une image de GI casqué et armé camouflé dans la jungle et une image d'hélicoptère parachutant un homme dans le feu. Cette pièce restitue le climat politique qui va mener à l'insurrection estudiantine de mai 68 à travers une critique de la violence guerrière, mais aussi du sexisme ambiant, ainsi qu'en témoigne l'image de la pin-up dans la première case en haut, apposée à une image d'homme en train de se raser. L'artiste introduit un autoportrait qu'elle appose à une bulle vide, sorte de blanc, au milieu d'une plage noire. Il existe une version en tapisserie de cette pièce. Il faut savoir que Ulrike Oettinger était présente à Paris en mai 68 et qu'elle en a restitué l'atmosphère dans un film documentaire intitulé Calligramme. D'abord formée à la Brooklyn Museum Art School de New York, Martha Rosler étudie à l'Université de Californie de San Diego, lieu cardinal de la naissance du féminisme sur la côte ouest et plus largement de la contestation estudiantine où elle se diplôme en 1974. Rosler est une artiste féministe fortement engagée qui s'interroge sur les idéologies impérialistes au sein de l'underground californien qui déploie son travail à partir de différents médiums, photographie, photomontage, vidéo, performance, installation et écriture. Ses premiers travaux remontent à 1966, il s'agit de photomontages réalisés à partir d'images de la culture de masse. En 1970, proche des mouvements de contestation contre la guerre du Vietnam et des mouvements d'émancipation des femmes, Martha Rosler publie des images de ses photomontages de la série Bringing the War Home, House Beautiful, dans le magazine féministe Goodbye to All That de San Diego en Californie. Le statut de la femme fait l'objet d'une attention particulière dans son travail et donne lieu à une lecture pour le moins caustique. Ce photomontage qui met en scène une jeune ménagère en train de nettoyer ses rideaux avec un aspirateur appartient à la série Bringing the War Home qui regroupe 20 photomontages réalisés entre 1967 et 1972. Cette série comprend 2 volets, In Vietnam, au Vietnam, et House Beautiful, la jolie maison. Ces photomontages sont fondés sur le télescopage de 2 univers, la guerre du Vietnam en noir et blanc et des intérieurs bourgeois en couleur. Ils font écho à ce que l'écrivain Michael Aryan a appelé The Living Room War, cette guerre qui est entrée chez les gens dans le séjour des gens par le biais de la télévision. Rosler trouve ses sources iconographiques dans le magazine House Beautiful, mais également dans Life magazine. Les photomontages de l'artiste sont d'abord montrés sous la forme de flyers pacifistes et dans des revues féministes comme Newspaper for San Diego Women, à une époque où le féminisme identifie la guerre avec le patriarcat. Fragile, ses travaux sur papier
connaîtront une seconde vie à partir de 1991 dans le milieu de l'art, où ils seront retirés et enfin exposés. Niki de Saint-Phalle n'est pas à proprement parler une artiste pop. Elle est la seule femme artiste du nouveau réalisme et une exception en matière de femme artiste, tant sa carrière internationale est éclatante. Certainement beaucoup soutenue par son compagnon, l'artiste Jean Tinguely, Niki de Saint-Phalle a néanmoins un très fort caractère et un désir fou de créer pour contrer ses démons et faire sa place dans un monde masculin. Elle est élevée dans une famille franco-américaine avec une mère distante et un père déstructuré qui la viole à l'âge de 11 ans. D'une grande beauté, elle est d'abord mannequin, puis elle s'enfuit en Europe avec son amoureux Harry Matthews qui deviendra plus tard écrivain. Et elle commence alors en autodidacte un travail d'artiste. Sa rencontre avec Jean Tinguely sera décisive pour le développement de son travail. On retient de Niki Saint-Phalle la série des tirs à la carabine, mais elle a aussi été l'autrice des nanas qui revendique l'existence d'un univers féminin extrêmement fort. Cet assemblage sans titre de 1961 présente la particularité de ne pas avoir été soumis au tir. Il regroupe des éléments liés au trauma de l'inceste que Niki de Saint-Phalle a vécu. Sur une tête de lit, lieu de naissance, de la sexualité mais aussi de la mort, Niki de Saint-Phalle éparpille des jouets féminins et masculins, ainsi que des vêtements d'hommes et une corbeille à papier. On y trouve également des éléments du Champien, comme une roue de landau et une chaîne de vélo. Les poches de peinture destinées à exploser sont cachées sous des tas de plâtre. Une couche de peinture dorée vient faire de ces éléments pauvres quelque chose comme une icône byzantine. Les tirs sont une appropriation d'une activité dite masculine entre guillemets que Niki de Saint-Phalle renverse contre l'autorité masculine de manière particulièrement violente. Elle abandonnera les tirs à cause de l'addiction qu'ils provoquent en elle pour développer un art volontairement plus féminin autour de la série des nanas. Marjorie Strider est une artiste pop américaine qui s'est fait connaître pour ses peintures de femmes très spectaculaires, issues de l'illustration et incluant des volumes. Elle est, avec Rosalind Drexler, la seule femme artiste du pop américain. Plus séduisant, mais aussi plus ambigu et de plus grand format, son travail a connu un succès majeur par rapport à celui de Rosalind Drexler. Ici, Marjorie Strider lit en termes pop le thème de la baigneuse, qui a une longue histoire dans la peinture occidentale. Le canon a changé depuis Courbet et Cézanne. La baigneuse n'est plus un personnage mythologique, mais une jeune femme issue des comics américains et de la sous-culture. Elle est brune et sportive. Elle ne craint pas de regarder le spectateur dans les yeux. Elle assume ses formes et regarde même le spectateur de haut dans le troisième volet, en position dominante. La présentation sous forme de triptyque renvoie à la peinture religieuse de la Renaissance, mais le traitement est de l'ordre de l'illustration avec ses aplats de couleurs. L'artiste n'hésite pas à mettre en avant au sens propre les formes de cette jeune femme, de cette super-héroïne, en travaillant ses seins et ses fesses en volume et en les projetant dans l'espace du spectateur. L'œuvre relève du registre de l'image et donc de la peinture, puisqu'elle est en partie en 2 dimensions, mais elle flirte aussi avec la sculpture, étant donné qu'elle fait usage des volumes et franchit donc la tridimension. Marjorie Strider continuera ce processus à partir des années 70 en recourant à un autre matériau plus facile à travailler, c'est-à-dire le polyuréthane.